C'est pour nous chaque jour un réel bonheur de vous retrouver, de nous connecter avec vous tous les jours du lundi au vendredi à 11h. Et vous êtes les bienvenus au Club La Presse de ce mercredi 12 août 2020. Vous qui nous écoutez à Lomé, un peu partout au Togo, à Dapaon, à Bassa, Niamtougou, à Bassa, à Sokodé et puis naturellement à Nero et dans le monde entier par le biais des radios partenaires. Nous sommes conduits aujourd'hui par le duo des techniciens Vitagbe Kakou Michel Tomega et Géraud Dakoucha. Le plateau est aussi bien riche en invités qu'au menu. Jugez-en, nous allons découvrir quelques articles du magazine Santé et Éducation paru aujourd'hui. Nous allons repartir à la riposte à la Covid-19 avec un peu pourri d'articles de journaux et un invité de circonstance. Et puis nous allons parcourir la gouvernance politique au Togo, en Afrique de l'Ouest et quelques questions de proximité. Et pour tout ça, il faut des invités. Je suis bien nanti avec à ma gauche pour nous parler de santé et éducation. Gadiel Tchonyadji, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Merci. En face de moi, à l'autre bout de la table, Joël Kossi-Vignon-Ega de Fraternité. Bonjour. Bonjour mon frère, bonjour aux fidèles du rendez-vous. Et Fabrice Patom Pekezi de Le Libéral que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Bonjour Fabrice. Bonjour à toi Sas, bonjour à tous ici présents, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Et notre invité pour nous parler spécialement de la riposte à la Covid-19, pas moins que le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, notre vieil ami Innocent Koundé Peto. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Sas, bonjour à tous vos invités et aux éditeurs de Canal FM. Et vous allez surtout partager avec nous la participation des pharmaciens à cette riposte. La pensée du jour sans transition, c'est Gandhi qui nous enseigne que pour progresser, il ne faut pas répéter l'histoire, mais en produire une nouvelle. Encore une fois, pour progresser, il ne faut pas répéter l'histoire, mais en produire une nouvelle. Commençons par nous, les journalistes, les pharmaciens, tous ceux qui participent à la riposte à la Covid-19, le monde politique et nous tous, si nous voulons aller de l'avant, inventons l'histoire plutôt que de perdre notre temps à répéter les mêmes choses. Et commençons avec ces quelques informations très vite fait. Nous nous associons à la joie d'un fils du pays. À l'état civil, il a été enregistré sous le nom Vincent Ayaovi, mais nous le connaissons beaucoup plus sous le pseudonyme King Vincent. Eh bien, King Vincent, le chant de la musique togolaise, qui célèbre aujourd'hui son jubilé de cèdre. Alors, quel est l'âge de King Vincent aujourd'hui? Sachez seulement qu'il célèbre son jubilé de cèdre. Anniversaire donc à King Vincent. De celui qui célèbre son anniversaire, cette information qui n'est que confirmation de ce que nous vous disions hier, en fait depuis quelques jours, nous vous confirmons que la dépouille de Edouard Edem Kodjo a bien regagné le bercail hier sur un vol Air France. Les cérémonies d'inhumation auront lieu en milieu de la semaine prochaine. Et puis cette information, pour nous introduire à la santé, c'est Togo Matin qui l'écrit. Élimination de la trypanosomiase humaine africaine, une excellente nouvelle pour l'opinion publique togolaise. Eh bien, par une certification de l'OMS, le Togo a éradiqué la trypanosomiase humaine africaine. Mais le directeur général de l'OMS qui nous appelle quand même Togolais à la vigilance pour ne pas faire ce petit retour en arrière. Fabrice Pekezi, les succès sont souvent rares au Togo. Alors les quelques-uns qui nous arrivent,
il faut s'en féliciter. Oui, il faut s'en féliciter et je crois que c'est de bonne guerre. Et au moment où on s'en félicite, il faudra aussi avoir à l'esprit qu'il faut garder le cap pour mieux faire et recueillir davantage de félicitations. Je crois que même si l'objectif premier ici, ce n'est pas les félicitations on attend, mais c'est quand même le travail qui se fait sur le terrain. Et si par enchantement une organisation comme l'OMF reconnaît tous ces efforts-là, je crois que ça ne fait qu'encourager ceux qui se déploient tous les jours. Et espérons que les félicitations de l'OMS nous arriveront sur toutes ces autres maladies qui continuent à nous décimer. Une pensée spéciale pour les femmes qui continuent à mourir en couche. Bien que le gouvernement ait lancé un programme spécial, aucune femme ne devrait plus perdre sa vie en la donnant, avait dit le chef de l'État solennellement. Mais c'est une triste réalité que les femmes togolaises meurent encore en donnant la vie. Et que dire de tous ces morts-là, dus au paludisme à toute autre pathologie. Et puis ce qu'on peut qualifier de morts bêtes, les morts par accident, si on considère que nous-mêmes, nous en sommes pour beaucoup dans certains de ces accidents. Sans transition, santé et éducation, nous commençons avec la bonne humeur. En tout cas, Gadiel, c'est votre journal qui nous y invite. Je lis à la page 2 que rire, chanter et écouter de la musique pour renforcer le système immunitaire. C'est un bel petit article, Gadiel. Tout à fait. Vous savez, nous sommes en pleine guerre contre un virus. Et il faut se donner tous les moyens pour renforcer le système immunitaire. Vous savez, on va toujours le répéter, c'est le système immunitaire renforcé qui pourra faire face à ce virus. Donc, il y a aussi la bonne humeur, rire, chanter, prendre de la joie. Cela agit efficacement sur le système immunitaire. Et contrairement aussi, quand vous vous fâchez, vous vous mettez en colère, cela désorganise aussi, peut désactiver l'efficacité du système immunitaire. Donc, soyons joyeux, rions, chantons, glorifions le Seigneur, aimons la vie. Merci. Rire, chanter, écouter de la musique permet d'évacuer le stress, de réduire la tension artérielle, de renforcer le système immunitaire, de réduire la douleur, de positiver, être de bonne humeur. C'est très simple, rire, chanter et écouter de la belle musique. Et pour renforcer davantage notre immunité, Santé Éducation qui revient sur ces articles-là, qui portent sur les légumes et les épices qui abondent chez nous ici, notamment 5 aliments riches en magnésium contre la douleur et le stress, également 6 épices pour booster le système immunitaire. C'est à lire à la page 3. Mais allons surtout à la page 4 avec un légume du pays dont vous nous parlez. En français, on l'appelle l'oseille de Guinée. Mais chez nous ici au Togo, notamment nos amis comme Fabrice, l'appellent Nyatou. C'est de ce légume-là que vous nous parlez aujourd'hui, Gadiel. Effectivement, vous savez, ce légume très important pour la nutrition, l'organisme. C'est la seconde, bien la troisième fois qu'on écrit sur ce légume. Aujourd'hui, nous revenons avec, comment dirais-je, une efficacité de ce légume sur la santé du cœur. Vous savez, le cœur, c'est très important pour la vie. Et ce légume, Nyatou, agit beaucoup sur la santé du cœur. Et quand on parle du cœur, de la santé du cœur, on parle en même temps de la santé des artères, des veines et tout. Donc, consommons ce légume duquel on extrait ou bien duquel on prend le bissap que nous connaissons aussi. Donc, Nyatou, comment consommer? Il y a quand même une idée qui est donnée dans l'article. Pour tous ceux qui ont des problèmes cardiaques, des hypertendus, des diabétiques, cette sauce va leur faire du bien. Cette sauce va faire du bien, mais cette plante également qui peut être exploitée en médecine moderne pour traiter les hémorroïdes et des blessures. Fabrice, vous ne savez pas tout le trésor que vous mettez dans votre organisme en mangeant votre plat de Nyatou. Ouais, c'est bien de le savoir. C'est vrai que par ignorance, on se limite juste au goût qu'il produit au niveau de la bouche, de la langue. Mais bon, si on apprend également qu'il a des vertus thérapeutiques comme nous le renseigne le confrère, je crois qu'il y a de quoi. De toutes les façons, c'est une très belle sauce quand même.
qui est produite de deux manières. Il y a d'abord les feuilles et puis après, je crois qu'il produit un fruit qu'on utilise également. Plutôt les fleurs et les fruits aussi. Oui, justement. Merci. On consomme et les feuilles et les fleurs et les fruits, tout ça pour ce légume Niatou, l'oseille de Guinée. Autre épice dont nous pas Santé Éducation, c'est le clou de girofle que Santé Éducation nous recommande vivement pour la protection de notre organisme. Enchaînons avec cette interview qui va intéresser les femmes et nous qui sommes leurs maris, leurs frères et puis je ne vais pas plus loin. C'est une interview que vous a accordée Dr Bingo Mbortier. Il est gynécologue obstétricien, il est chef division médicale à l'ATBF. Il nous parle du cancer du col de l'utérus. Oui, on revient tout le temps sur ce cancer parce que cela prend au piège beaucoup de femmes. Donc, nous avons encore approché le spécialiste pour nous parler de ce cancer. C'est dans le cadre du marché du bien-être de la santé. Vous savez, nous sommes à la deuxième parution de ce marché. Et le spécialiste nous parle de ce cancer en parlant aussi des lésions précancéreuses qui constituent une première pathologie au niveau du col de l'utérus. Et le spécialiste nous met l'accent sur le fait que ce cancer ne donne pas vraiment des signes palpables. Et très souvent, les femmes arrivent au niveau des hôpitaux au moment où la maladie est très avancée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord vacciner les jeunes filles, ce que le Togo a mis dans son programme, c'est très appréciable. Mais il faut aussi se vacciner. Il faut aussi prévoir en allant en consultation pour le dépistage. C'est très important au niveau des femmes qui sont sexuellement actives parce que le virus qui transmet le cancer du col de l'utérus se transmet aussi par la voie sexuelle. Donc, une belle interview pour nous tous. Le cancer du col de l'utérus qui fait beaucoup de victimes en Afrique et au monde. Merci. Il y a plein d'autres articles dans cette éducation, mais on va s'arrêter là. Et Gadiel, juste rappeler que la 4e édition du marché du bien-être de la santé est ouverte depuis la semaine dernière. Oui, depuis la semaine dernière, pour cette 4e édition, nous sommes en mode virtuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché ne se passe plus en présentiel, mais tout se passe au travers de notre journal papier et au travers de notre site internet, de nos réseaux sociaux. Beaucoup d'informations qui passent, que nous partageons pour tout un chacun. La santé, c'est important pour le développement personnel et du pays. Merci. Ce n'est qu'un bref aperçu. L'essentiel se trouve dans le journal qu'on pourra acquérir au prix modique de 250 francs CFA. 500 francs CFA, excusez-moi, pour s'approprier tout le contenu. Sans transition, nous embrayons sur la COVID-19 avec ces derniers chiffres. Officiellement communiqués depuis hier, le Togo a enregistré 1070 cas, 752 guéris, 26 décès. C'est dire, Joël, que il y a un nouveau décès du coronavirus hier. Oui, il y a eu un nouveau décès du coronavirus hier, c'est regrettable. Mais le constat est que le nombre de décès a augmenté ces derniers jours. Nous sommes à une moyenne d'environ 2 au moins un décès par jour. Au moins un décès par jour depuis 5 jours. C'est curieux. Heureusement que tu es sur le plateau. Nous avons. Oui, bon, c'est toi qui nous invites. Ok, d'abord, nous avons sur le plateau un responsable de la cellule de riposte, membre de la cellule de riposte. Je voudrais croire que nous aurons un peu plus de lumière, enfin, un peu plus d'éléments. Je l'espère aussi. Mais continuons notre revue de presse. Le caractère quelque peu imprévisible, voire capricieux de ce nouveau virus. Si vous suivez l'actualité en France, l'alerte est sonnée en France par le Premier ministre. Et cette information qui nous vient de la Nouvelle-Zélande, c'est ce pays qui a connu 102 jours de stabilité. Et puis hier, patatras, 4 décès ont été annoncés. Docteur Kweto, de ce que nous apprenons un peu partout dans le monde, et notamment de la Nouvelle-Zélande,
le nouveau virus ne se laisse pas encore maîtriser. Oui, merci beaucoup. C'est la réalité que nous offre ce virus-là, c'est que à chaque fois qu'on pense que voilà, on a une tendance vers une accalmie, ça revient. Et vous avez vu comment ça a progressé depuis l'apparition de ce virus, donc en décembre 2019, et finalement sa transformation en une pandémie qui atteint tous les pays. Et nous avions pensé que certains pays qui ont eu déjà leur vague voilà, connaissent donc cette accalmie, mais on se rend compte que finalement le virus réserve toujours des surprises, et il y a toujours, on redoutait dans ces pays-là cette notion de seconde vague que nous essayons, tous les scientifiques essayent de repousser et de ne pas accepter, mais on se rend compte que est-ce qu'on ne va pas passer par cette deuxième vague? La Nouvelle-Zélande, c'est un exemple assez intéressant, parce que ça a été un des premiers pays à avoir réellement maîtrisé par le confinement et par une surveillance active le virus. Donc ils ont connu quand même zéro cas pratiquement pendant très longtemps, et puis voilà, pendant plus de 3 mois. Et aujourd'hui, non seulement il y a une recrudescence, mais il y a aussi des morts. Vous avez parlé des morts chez nous au Togo ici, qui commencent par se compter tous les jours. Et au niveau de la gestion de la riposte, c'est réellement une inquiétude, et ça montre réellement que nous devons garder en tout cas la vigilance, parce que si nous avons connu ce calme jusqu'à présent chez nous au Togo et partout en Afrique, c'est grâce justement peut-être à la rigueur, mais aussi à la peur que nous avons eue. Et j'ai comme l'impression que cette peur commence par partir. On a l'impression que tout va bien. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir. Nous y sommes. Et le messager nous le rappelle que l'accroissement des contaminations et des décès au Togo inquiète. Ce journal, le messager, qui demande à la FOSAP si la FOSAP ne pourrait pas descendre dans certains bars, dans certains milieux où on se comporte vraiment de façon insouciante, voire désinvolte. Mais quelques réalités également de la riposte. Le journal Togo Matin nous écrit ce matin que le Togo a bénéficié récemment de 500 millions de francs CFA et du matériel de protection de la commission de l'UEMOA. D'autres bonnes volontés, puissances, organisations nous assistent, et pourtant, cette information que nous avons partagée hier, sur laquelle nous revenons, les chercheurs de l'université de Lomé, qui ne peuvent pas procéder aux tests cliniques de leurs 4 projets de médicaments, parce que l'université n'arrive pas à mobiliser la centaine de millions de francs CFA pour ces recherches. Et un peu dans le même sens de manque de moyens, toujours Liberté de ce jour, qui nous transporte à la prison civile de Lomé. Privés de primes, sans protection et sans accompagnement, les agents qui gardent les détenus malades en appel au chef de l'État. Fabrice, voilà 2 réalités. Nous-mêmes, on a ouvert un fonds de solidarité nationale. Les aides nous viennent de ci et de là. Voilà, selon Liberté, dans sa parution d'hier, les chercheurs de l'université de Lomé ne peuvent pas continuer leurs recherches faute d'argent, et le personnel qui est en charge, qui est en poste dans les prisons également, se trouve obligé de s'adresser directement au chef de l'État parce qu'ils n'ont pas de prime, ils sont sans protection et sans accompagnement. Non, bon, je crois que maintenant, peut-être qu'il est temps de faire un peu le bilan de ce qui est entré. Et je ne sais pas si c'est l'occasion pour voir combien on a pu rassembler comme fonds par rapport aux différentes aides qui ont été lancées ici et là, et puis voir également la dotation. Maintenant, en ce qui concerne l'université, je crois savoir qu'au départ, c'était sur fonds propres, l'université a démarré ces recherches-là. Alors, il est de notoriété qu'on ne croit pas trop aux recherches ici chez nous en Afrique, et particulièrement dans le milieu universitaire. Est-ce que maintenant les fonds que nous avons à notre disposition, est-ce qu'on les affecte beaucoup plus
au niveau du soin, au niveau du CHR, ou peut-être qu'on achète des produits, des bavettes et tout cela et autres. Je crois qu'il faut communiquer là-dessus pour voir quelle est la priorité de l'État togolais aujourd'hui dans la gestion des fonds qui entrent. La recherche, elle est importante dans les pays développés. Je crois que parfois c'est un budget illimité. Puis aujourd'hui, quand on voit un peu l'augmentation ou bien la recrudescence des cas contaminés dans certains pays, on se rend compte que le confinement n'était pas la solution, puisqu'on ne peut pas se confiner toute la vie. Aussi longtemps que vous restez dans la chambre, quand vous sortez, vous allez faire face à ce virus-là. Et aujourd'hui, je crois que la solution ne viendrait que soit d'un vaccin ou quand même un produit capable de guérir cette maladie-là. N'eût été cela, quels que soient les gestes barrières, à un moment donné, je suis désolé de le dire, ça risque d'être une question de chance. Ça risque d'être une question de chance parce que à l'allure où vont les choses, bon, voilà, c'est pas un mal où quand vous le prenez, ça se limite à vous. Vous avez beau prendre toutes les dispositions à votre niveau. Si votre voisin ne le fait pas, malheureusement, vous risquez de tomber malgré toutes les mesures. Vous parlez de chance, on devrait plutôt parler de l'immunité de l'organisme de chacun. Et peut-être on peut ajouter à cette immunité en riant, en chantant, en écoutant de la bonne musique, comme Santé Éducation nous le recommande. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on demande à ce qu'on aille dans les bars chasser les gens, oui. Vous allez voir, peut-être même il y en a qui n'ont jamais respecté cela et puis bon, ils se portent bien. Au même moment, il y a des gens qui ont toujours mis leur bavette et puis bon, c'est pour cela que je parle d'une question. On risque un jour d'arriver à une situation où c'est une question de chance. Merci. Alors, autre aspect de la riposte, c'est vrai que nous pointons du doigt souvent le relâchement, l'insouciance et la désinvolture. Mais Joël, votre journal, vous semblez trouver l'une des raisons à cette insouciance, et c'est ce que vous écrivez à la page 4, cette inconfiance, je ne sais pas si le mot existe dans le Larousse, en tout cas, merci de le crier, cette inconfiance en l'autorité qui complique la riposte chez nous, c'est votre réflexion. Effectivement, c'est non seulement une réflexion, mais c'est un constat, puisque vous allez voir, si vous poursuivez l'article, il y a des citoyens qui ont confié qu'ils ne croient pas au gouvernement sur la base de tout ce qu'ils ont eu à accumuler, ce que le gouvernement a eu à faire en termes de perte de capital de sympathie vis-à-vis des citoyens. Donc, ils ne croient pas. Et donc, ils s'adossent sur ça pour s'offrir au relâchement. C'est risqué. Je crois que le représentant du comité de riposte est là et pour qu'on prenne en compte ces gens-là. Et ces messieurs-là, qui, c'est vrai, c'est une bêtise, mais ils ont forcément une raison de le faire. Maintenant, quand je parle de l'inconfiance au gouvernement, voilà un cas, l'université par exemple. Comme Fabrice le dit, on va arriver à un moment où ce sera purement là de la chance. C'est-à-dire, tu prends même les médecins qui traitent les malades, ils prennent les meilleures dispositions, mais ils n'ont pas été à l'abri de ce virus-là. Et donc, si aujourd'hui on dit que bon, le confinement c'est pas efficace, quelles que soient les bavettes, etc., les mesures barrières c'est pas efficace, le seul rempart serait le médicament ou le vaccin. À défaut du vaccin, le médicament. On était à un pas d'avoir le médicament et on nous dit que pour 100 millions, on ne peut pas trouver le médicament. C'est un alibi, c'est quand même, soyons sérieux là. Soyons sérieux. Au même moment, on nous dit qu'on nous doit donner 500 millions. Un partenaire nous donne 500 millions pour lutter contre le virus. Mais en fait, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'hécatombe. Voilà que hier, le taux le nombre de morts, ça s'est stabilisé. Les contaminations même a chuté. Quand quelques jours, on découvre une zone, c'est le canton d'Assoli, c'est ça? Et Assoudou, je crois. Voilà. Dans la partie d'Assoli. Voilà. Et 2 zones où le virus a progressé. Au même moment, le nombre de morts augmente et on n'est pas capable de donner 100 millions à l'université pour nous sortir ce médicament-là, du moins pour nous mettre à l'abri. Mais qu'est-ce qu'on veut finalement? Merci, docteur Peto. Le mois sorti, il y a encore des gens ici au Togo qui vous regardent bien au visage et vous disent qu'ils ne croient pas à la Covid-19. Alors, est-ce que vous écoutez également de telles assertions? Oui, c'est des propos que nous écoutons, des comportements que nous voyons au quotidien. Mais bon, je ne laisserai pas dire quand même que c'est une situation particulière au Togo. Vous savez, cette pandémie telle qu'elle se manifeste, c'était du jamais vu.
même dans les pays qui sont les mieux préparés. Et on observe ce défi-là de la population. Vous savez, les mesures pour lutter contre le coronavirus, c'est des mesures de privation de nos libertés individuelles et collectives. C'est des mesures qui nous empêchent de vivre comme nous avons toujours vécu. Si vous voyez dans tous les pays, il y a ce défi-là que les gens ont envie finalement de vivre et de se dire que on ne peut pas tout le temps s'enfermer, on ne peut pas tout le temps rester masqué. Une autre chose sur laquelle je voudrais réagir quand même, c'est de dire que les mesures barrières, je dirais, ne fonctionnent pas. Je pense que aujourd'hui, ces mesures barrières-là sont bien efficaces. Il faut que on puisse le répéter. Ce qui nous a sauvés dans nos pays jusqu'à présent, et quelqu'un l'a dit, nos pays africains, on savait qu'on ne saurait pas courir face à ce virus, il fallait apprendre à se cacher. Et nous avons très vite fait de dicter et de faire prendre des mesures rigoureuses pour que le virus ne circule pas activement et vigoureusement dans nos pays, parce que ce que nous redoutions, c'est qu'on arrive à des situations où on a beaucoup de cas tous les jours, et forcément c'est ce qu'on observe ces jours-ci. Quand le nombre de cas augmente, ça touche forcément des personnes plus faibles dans la communauté et on va avoir des morts. Donc ces mesures barrières qui consistent en le lavage régulier des mains, au port des masques qui est devenu obligatoire chez nous, et puis aussi à toutes les mesures de distanciation sociale qu'il faut répéter. Il faut que les gens... c'est vrai que ça commence par prendre du temps, on lève progressivement aussi certaines restrictions. Il ne faut pas que dans notre subconscient on se dise que maintenant on peut s'embrasser, on peut se serrer les mains, tout ça. Et je crois que c'est important de revenir. En somme, la vigilance reste de rigueur. De rigueur. Merci. Il y a toute cette batterie de mesures que le gouvernement a mises en place, et vous les pharmaciens, vous en êtes pour beaucoup. La preuve, vous-même, vous représentez vos confrères au sein du conseil scientifique et bien d'autres. Alors, voulez-vous nous dire l'engagement du corps des pharmaciens dans cette bataille-là? Alors, je voulais revenir un moment sur la question de la recherche en cours à l'université. Et je pense que c'est trop vite aller en besoin que de dire qu'on était à 2 pas de trouver un médicament. Le médicament, la recherche sur le médicament est un processus assez long. C'est un processus qui prend énormément du temps. Et je pense que l'université l'a entrepris sur fonds propres, mais en général, quand on en arrive à un certain niveau, il y a aussi des sociétés intéressées, notamment des industriels qui peuvent s'intéresser s'il y a des résultats. Et je pense que ce processus-là suit son cours, et à un moment donné, s'il y a des éléments qui permettent vraiment d'avoir un espoir dans ces recherches-là, il y aura sûrement des gens qui vont s'approcher. Je pense que les scientifiques de l'université ont à publier un peu ce qu'ils font pour permettre aussi à des gens intéressés, parce que vous savez, trouver un médicament contre la Covid aujourd'hui qui soit efficace, je pense que tout le monde en cherche, et il y aura des gens pour mettre l'argent dedans. Et quant au gouvernement, quant à la structure de la riposte, vous savez, les défis sont importants. C'est vrai que les moyens sont mobilisés, mais aujourd'hui, tout ce qui est à gérer, nous, on se limite à l'aspect santé, où on essaie de trouver justement des outils de protection pour les soignants et faire en sorte que tout le monde soit protégé efficacement. Mais il y a aussi les défis économiques de cette pandémie que le gouvernement doit gérer. Je pense que c'est d'autres aspects sûrement... C'est dans ce sens que le chef de l'État a pris une ordonnance il y a quelques jours, alors dans le sens d'allègement des mesures fiscales pour apporter un peu plus d'oxygène au monde des entreprises. Maintenant, revenons à vous, vous les pharmaciens. Quel est le degré, les manifestations de votre engagement dans cette riposte? Alors, les pharmaciens, il faut savoir, comme vous l'avez dit très tôt, l'Ordre national des pharmaciens est représenté dans toutes les instances de gestion de cette crise dans notre pays. C'est dû au fait que nous sommes un corps de santé à part entière, avec, dans le cadre de cette pandémie, la particularité que les officines de pharmacie étaient devenues, je dirais, le premier recours de la population. Vous avez vu au début de la pandémie comment est-ce que les pharmacies ont été envahis. Parce que face à la peur du virus, les gens renonçaient à aller
à l'hôpital, mais voulait venir à la pharmacie chercher un médicament. Chacun voulait se soigner et pour se soigner, il fallait trouver les médicaments qui étaient annoncés comme efficaces et tout ça. Il fallait qu'on réagisse. Et face à cette situation, il fallait que le pharmacien soit suffisamment sensibilisé parce que jusqu'à présent, si de tous les agents de santé qui sont annoncés contaminés, on voit que la pharmacie n'est pas touchée, ce n'est pas parce qu'on n'est pas exposé. Vous avez dû constater toutes les mesures qui ont été prises au niveau des officines de pharmacie. Vous savez, la pharmacie d'aujourd'hui, c'était une pharmacie ouverte. Hein. Vous avez vu que les barrières de nos anciens qui cachaient le pharmacien derrière une vitre ont disparu depuis quelques années dans nos officines. La pharmacie moderne, c'est la pharmacie qui est en contact avec son patient. Mais dès que la crise sanitaire est apparue, vous avez vu que très rapidement, on a fait des investissements pour remettre ces barrières-là. Ce n'est pas pour nous barricader, c'était surtout pour protéger aussi tous ceux qui fréquentent ces lieux-là. Nous avons mis en place des mesures pour assurer la distanciation au sein des structures. Nous avons travaillé avec tout le monde pour que les systèmes de lavage de mains et la sensibilisation active dans les pharmacies soient mis en place pour éviter que les officines de pharmacie ne soient des foyers de contamination qui vont répandre le virus dans leur zone. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est un travail qui a été fait. Je salue l'engagement de l'ensemble de nos confrères qui ont joué le jeu. Parce que dans d'autres pays autour de nous, il y a des pays qui ont perdu jusqu'à 5-6 pharmaciens déjà. Et vous imaginez ce qui s'est passé au sein des structures. Là, je parle des pharmaciens docteurs. Donc, autour d'eux, qu'est-ce qui s'est passé? Les patients qui sont venus à eux, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est quand même un engagement qui était important. Et les pharmaciens ont réellement joué le jeu, donc en étant le relais de la communication sur les mesures barrières et la mise en place de tous ces éléments dont j'ai parlé tout à l'heure pour assurer donc la distanciation et le respect des autres mesures qui ont été édictées. Merci docteur, ça fait 5 mois que nous sommes dans cette bataille-là. Est-ce que vos structures commencent déjà à ressentir un peu le poids financièrement parlant? Ça, il faut le dire parce que vous savez que le secteur privé, aussi bien médical que pharmaceutique, s'est débrouillé seul face à cette crise. Au niveau de la pharmacie, ce qui nous a sauvés, c'est que le port de masque a été systématique. Et les pharmaciens, au niveau des pharmacies, c'est un masque tous les jours par agent. Donc, si vous comptez bien, depuis 3 mois, vous imaginez ce que ça peut coûter aujourd'hui à l'officine de pharmacie parce que nous n'avons pas le choix. Nous avons des patients qui viennent à nous. On ne peut pas les exposer. Et nous sommes obligés de donner l'exemple aussi. Parce que en première ligne dans cette lutte-là, il faudrait que ceux qui sortent de chez nous se rappellent qu'il y a cette pandémie qui sévit dans notre pays et qu'il faut que tout le monde ait un comportement responsable. Et ça passe par l'exemple. Donc, les pharmaciens n'ont pas le choix. C'est tous les jours des masques. C'est tous les jours les outils de lavage, les dispositifs de lavage à main. Toutes les pharmacies en ont déjà remplacé au moins 3-4 fois parce que ces dispositifs qui ont été bien fabriqués par nos artisans, quand on les utilise à une certaine fréquence, tous les mois pratiquement vous allez en remplacer. Donc c'est autant de charges, les solutions hydroalcooliques, tout et tout. En tout cas, la pharmacie, que je rappelle, vit la même crise que tout le monde parce qu'il y a eu le début de la crise où il y a eu l'affluence. Les gens sont venus faire des achats de panique au mois de mars, mais après, évidemment, la fréquentation ayant baissé, la peur, tout ça a fait que l'activité de l'officine aussi est en berne, mais face à des charges de plus en plus importantes. C'est pour ça que nous saluons en tout cas toutes ces mesures qui sont prises au niveau fiscal pour soutenir toutes les entreprises. Merci. Nous sommes très loin d'être sortis de l'ornière. La preuve, les foyers de contamination se multiplient un peu partout ici dans le pays, pendant que nous nous ouvrons de plus en plus à la vie normale avec des risques. Mais cela appelle également à des perspectives en matière de prise en charge médicamenteuse. Comment est-ce que vous y préparez, vous les pharmaciens, docteur? Alors, les foyers, vous l'avez rappelé, se multiplient dans notre pays après la reprise d'activité. C'est ce que nous redoutions d'ailleurs. Et nous en appelons à la responsabilité de chaque acteur, de chaque responsable dans sa structure, que ce soit un chef d'entreprise ou un tenancier d'un bar ou
Parce que tout ça, on a édicté, en tout cas des directives, les responsables d'église, tout ce monde-là. Il faudrait que nous fassions en sorte que dans nos structures, dans nos organisations, ne naissent des foyers, parce que à partir de la structure, c'est des gens qui viennent et qui repartent dans les communautés. Donc, quand il y a un foyer qui apparaît quelque part, c'est un danger pour tout le pays. Et c'est pour cette raison que on a eu quelques foyers, le foyer de Soudou dont vous parlez, qui est en train de s'éteindre. En tout cas, le travail qui a été fait. La semaine dernière, vous avez appris qu'il a été décrété un bouclage de ce canton-là, avec toutes les mesures d'accompagnement et la mise en place d'un centre de prise en charge sur le lieu pour pouvoir contenir donc cette progression. Ça a été une stratégie. Et si vous vous rappelez, depuis le village de Tchaoudjo, le premier village où il y a eu un foyer, la réaction a été vigoureuse et nous avons compris que à chaque fois qu'il y a un foyer qui naît quelque part, 5-10 cas qui se multiplient dans un lieu, il faut aller boucler cette zone-là. Ça va être les stratégies à venir, parce qu'on ne peut plus se permettre de confiner ou de ralentir les activités dans tout le pays. Chacun à son niveau doit faire en sorte que finalement son entreprise, sa zone, son quartier ne soit pas du jour au lendemain bouclé pour éviter la propagation partout. Après Tchaoudjo, on a des foyers, un autre foyer qui est né après Soudou, il y a un autre foyer qui est né à Sokodé, qu'on est en train de surveiller, parce que tous les jours il y a des cas positifs dans cette ville-là. Et il y a eu aussi à Tapamé un centre religieux également, et heureusement ça a été maîtrisé par la réaction qui consiste à faire en sorte qu'on puisse circonscrire le foyer. Donc c'est des mesures très importantes, parce que vous m'avez posé la question des traitements ou des prises en charge, mais aujourd'hui, force est de constater que la seule prise en charge, ce qui marche réellement jusqu'à présent, c'est la surveillance, c'est le contrôle de la propagation de la pandémie. Et pour dire les traitements, qu'est-ce qu'on a? On a aujourd'hui toujours notre protocole à la chloroquine qui peut-être permet pour ceux qui sont détectés rapidement d'éviter d'évoluer vers des situations compliquées. Et il y a eu quelques développements sur l'utilisation de certains médicaments, pour ne pas utiliser un terme barbare, certains médicaments pour traiter des cas compliqués. Et ça, c'est les médecins, comme ils l'ont dit, devant toute situation, ils vont quand même appliquer leur médecine pour pouvoir prendre en charge le patient dans toute sa globalité. Aujourd'hui, c'est des stratégies. Nous, le défi que nous avions à un moment, parce que, comme vous l'écoutez, le diabète est un facteur de risque très important aujourd'hui. La plupart des patients que nous perdons, c'est sur un tableau de diabète, et nous, à un moment donné, on a eu des ruptures d'insuline. Le défi, c'est de pouvoir contrôler et stabiliser ce type de pathologie. Et nous, le travail que nous faisons au niveau des officines aussi, quand nous recevons des gens, c'est de les exhorter à continuer à avoir leur médecin pour assurer un contrôle efficace de l'hypertension, du diabète, parce que quand la maladie est au moins contrôlée, bien traitée, même s'il y a le Covid qui se greffe là-dessus, ça se gère. Donc, il y a tout ça qui est en place, c'est ce que nous rappelons à nos confrères. Les personnes qui souffrent de diabète et d'hypertension artérielle doivent se montrer encore doublement prudents, et nous les autres, nous devons nous garder de verser dans l'obésité, qui constitue également un facteur à risque. Eh bien, docteur, ce nouveau coronavirus induit déjà et va continuer à induire forcément des changements de stratégie par secteur. Alors vous, la pharmacie africaine et togolaise, est-ce que vous préparez déjà à une sorte de révolution? Oui, ce à quoi nous avons fait face, comme vous avez pu le constater, je le disais tout à l'heure, c'était que du jour au lendemain, il était difficile d'avoir accès aux médicaments, parce que dans tous nos pays, nous consommons des médicaments qui nous viennent d'ailleurs. On a toujours eu ce reproche que les pharmaciens africains ne font que vendre. Il faut que les gens comprennent que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la recherche, et même de la fabrication quand la molécule existe. Le médicament, c'est un processus assez complexe, un processus assez rigoureux.
qui va passer par, je dirais, une stratégie globale, africaine, régionale, où nous allons mettre en place, je dirais, tout le plan, un plan pour développer une industrie pharmaceutique qui puisse être pérenne et surtout garantir la sécurité pour nos populations. Et là-dessus, aujourd'hui, nous sommes face à cette situation, nous discutons beaucoup, nous réunissons régulièrement en ligne pour, en tout cas, réfléchir et pouvoir produire quelque chose que nous verserons en temps opportun à nos autorités, parce que l'industrialisation, quel que soit le secteur, c'est en tout cas une politique nationale, une politique régionale. Et aujourd'hui, nous les acteurs, il faudrait que nous puissions impulser, en tout cas au niveau de nos autorités, cette réflexion pour que nous ne dépendions pas trop fortement de l'extérieur, parce qu'à un moment, les médicaments, même si il y a eu l'interdiction d'export de certains pays, mais même quand ils étaient disponibles, on ne pouvait pas les transporter parce que les avions étaient cloués au sol. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous est pas laissé indifférent, parce que nous, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que les Togolais puissent se soigner quand ils rentrent dans nos officines. Et ça, nous y réfléchissons, et surtout, la réflexion, c'est de comment développer une industrie pharmaceutique togolaise, africaine. Je dis régionale parce qu'il va falloir que nous le fassions intelligemment. Si tout le monde commence par créer sa micro-industrie, on va créer des structures qui vont produire des choses qui ne nous soigneront pas. Qui ne seront pas viables voilà, non plus. Qui ne seront pas viables. Merci, docteur Innocent Koundé Kweto, pharmacien lui-même, président de l'Ordre national des pharmaciens, qui est à notre plateau pour décliner la participation, l'engagement de son corps de métier dans cette riposte. Nous allons y revenir sûrement avec les auditeurs, mais il y a d'autres sujets également dans l'actualité, notamment la gouvernance politique chez nous au Togo, en Afrique. Commençons par vous, Fabrice Paton-Pekézi, avec votre journal Le Libéral. Vous nous parlez d'un plan stratégique dont la Cour constitutionnelle togolaise vient de se doter, article intéressant. Mais commençons par, commencez par nous rappeler les prérogatives qui sont celles d'abord de la Cour constitutionnelle ici chez nous au Togo. Oui, je crois que le rôle premier de la Cour constitutionnelle, elle est chargée du contrôle de constitutionnalité des lois. De façon classique, c'est ce qui est enseigné quand même aux étudiants, même en première année de droit et autres. Et donc, à part cela, il y a quand même d'autres attributs. Cette Cour qui est régulièrement sollicitée pour pouvoir se prononcer sur certains litiges qui est lié à l'appareil de l'État. Et donc, hier, il y a eu quand même une sorte d'atelier, de séminaire où ce plan d'action a été plus ou moins adopté par rapport à cette Cour constitutionnelle. Et vous n'êtes pas sans savoir que qui parle de Cour constitutionnelle au Togo, on en parle beaucoup plus qu'en période électorale. Mais au-delà de cette période, elle fait beaucoup de choses, et je crois que ça permettra également de rassurer plus ou moins les citoyens, puisque ça fait partie aussi des institutions très décriées ici chez nous, surtout quand on parle des élections. Alors, il s'agit d'un plan stratégique de développement et de modernisation, je cite votre article, et quand je vous lis, c'est comme par ce plan, la Cour constitutionnelle veut participer à une plus grande stabilisation du pays en matière constitutionnelle et légale, de prise de confiance pour donner plus de chances au plan national de développement. Oui, ça c'est une contribution, puisque ce plan national de développement, si vous vous souvenez de ce discours historique du chef de l'État, je crois que il est question que chaque entité apporte sa part par rapport à la réussite de ce plan-là. Et donc, naturellement, la Cour constitutionnelle également réfléchit à voir de quelle manière pouvoir contribuer. Je crois que ça fait partie des éléments sur lesquels les acteurs hier ont discuté. Merci. Eh bien, c'est la saison. Il n'y a pas longtemps, c'était la HAC qui s'était dotée d'un plan stratégique sur, je crois, 3 à 5 ans. La Cour constitutionnelle vient de lui emboîter le pas. Espérons que les institutions se fixent des objectifs qu'elles s'obligent à exécuter et satisfaire. Autre sujet qui défend la chronique depuis quelques temps, c'est cette information qui porte mise sur écoute de quelques acteurs
de la vie sociopolitique. 2 journaux reviennent là-dessus aujourd'hui, notamment la Dépêche qui écrit à la page 4 que la mise sur écoute participe des moyens de conservation de pouvoir. Et vous, Joël, votre journal Fraternité, vous écrivez que même ce que vous appelez les sécurocrates sont également sous menace. Effectivement. Ce que peut-être on ignore dans cette histoire de Pegasus, c'est que même le SCRIC, c'est ça, le service de renseignement qui est au niveau de la gendarmerie, et la NR ne sont pas informés de ce qu'on recueille sur Pegasus. C'est-à-dire que le rapport de Pegasus est rendu directement au patron. Le patron, c'est le chef de l'État. Point barre. Et donc, les sécurocrates, même selon nos informations, les sécurocrates même sont écoutés jusque dans leur... Et quand on dit tu es écouté, c'est nos limites. Jusque même dans tes petits secrets, tu es écouté. Et donc nous estimons que c'est une menace. Mais c'est également un message fort pour dire que les choses ne sont pas aussi compactes qu'on voudrait le faire croire. Et Franck Assingbe sait très bien que d'abord il s'assure sa sécurité, mais il peut toujours se retourner contre lui. Et donc il prend ses dispositions, il est prêt à tout pour contrôler n'importe qui jusque dans les détails pour s'assurer leur fidélité et les débouter à la première seconde où quelqu'un veut le trahir. Merci. Passons à d'autres aspects, notamment ce qui alimente le débat. Ce débat commençait à peine à s'estomper chez nous quand il rebondit notamment en Côte d'Ivoire et en Guinée. Il s'agit donc des mandats no limites. Et pour introduire ça, Liberté écrit que 2 virus potentiellement dangereux dans la CEDEAO. Le premier virus, la Covid-19, dont nous venons de parler, mais Liberté trouve également le virus du 3e mandat. Donc voilà ce virus qui menace la sous-région ouest africaine. Et la Dépêche, lui, titre Togo, Côte d'Ivoire, Guinée, avec les images de leur chef d'État, des messies accrochés au pouvoir. Autre journal, c'est le libéral Fabrice. Vous écrivez, ces anciens opposants au pouvoir hier, qui sont hantés aujourd'hui par le pouvoir à vie. Oui, quand vous prenez un peu Alassane Ouattara et Alpha Condé, vous allez vous rendre compte que au lendemain quand même du discours de la boule avec l'avènement du multipartisme, ça fait partie quand même des grands opposants qu'on a connus. Alassane Ouattara qui a combattu et le régime de Bédié et celui de Gbagbo, et puis Alpha Condé qui a donné des tournistes quand même à Lassana Conté pendant plusieurs années. Et donc, de leur peau d'opposants, à l'époque, quand même, c'était des gens qui s'érigeaient en grands démocrates et qui se battaient pour contre la longévité au pouvoir, puisque à l'époque, au lendemain quand même des indépendances, après les différents assassinats des pères de l'indépendance, il y a eu quand même des régimes qui se sont durcis. Parfois, c'est des militaires qui étaient là et qui étaient avides à s'éterniser au pouvoir. On a eu le cas également au niveau du Togo. Et donc, on avait ces gens-là quand même. Et parmi ces gens-là, certains ont réussi quand même à atteindre le sommet, c'est-à-dire à prendre le pouvoir. Mais malheureusement, on se rend compte que tout ce combat-là qu'ils menaient lorsqu'ils étaient opposants, c'est carrément le jour et la nuit lorsqu'ils exercent ce pouvoir. On l'a vu un peu au Sénégal avec l'opposant historique au niveau du Sénégal. Je vais parler de Maître Abdoulaye Wade, qui a aussi tenté ce 3e mandat, mais malheureusement ou heureusement, en tout cas ça dépend du camp où on se situe, ça n'a pas marché pour lui. Mais il a forcé, il y a eu des morts à Dakar et autres. Et maintenant, dans l'actualité la plus récente, quand on prend Alpha Condé également, qui a connu toutes les misères en Guinée, parce qu'il se battait pour l'alternance, pour la démocratie. Et aujourd'hui, quand vous écoutez cet Alpha Condé là parler, vous vous demandez si quelque chose se passe quand on arrive au pouvoir. Et le dernier exemple, c'est celui de Ouattara, qui récemment, demandait à Gbagbo en 2011, tu as déjà fait 2 mandats, mais laisse quelqu'un d'autre gouverner, et tout cela, qui s'est proclamé champion de la démocratie. Et aujourd'hui, lui aussi, il est tenté par le 3e mandat. Et finalement, on se pose la question de savoir peut-être qu'il n'y a que nous qui n'avons jamais exercé le pouvoir, qui ne comprenons pas ce qui se passe quand on est au pouvoir. Sinon, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre que tous ces gens-là, et puis aujourd'hui, il y a des faits, des propos qui rattrapent certains, mais bon, ils continuent comme si de rien n'était, et finalement, on se demande si
au moment où ils étaient opposants, tout ce qu'ils disaient là, c'était juste pour atteindre le pouvoir, et qu'en réalité, tout ce qui arrive au pouvoir sont animés par cet esprit. C'est là cette analyse que nous avons bien voulu faire. Nous continuons avec le journal La Lanterne qui écrit « Forcing des chefs d'État pour un 3e mandat. À quoi sert finalement la limitation du pouvoir présidentiel en Afrique ?» se demande La Lanterne, pendant que la manchette lui écrit « Ir sous la dictature, Paul Biya du Cameroun, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Alpha Condé de Guinée, le cahier de la déchéance africaine », écrit la manchette, pendant que Joël, votre journal Fraternité, à la page 6, vous écrivez « La CEDEAO francophone et le 3e mandat », vous en appelez carrément à l'urgence d'une thérapie de choc sous-régionale. Effectivement, il y a nécessité, l'urgence d'une thérapie de choc. Il n'y a plus à faire une lutte nationale, c'est-à-dire que les Togolais, ils marchent contre Fogna Singbe pour empêcher qu'ils s'attribuent encore un autre mandat. Les Sénégalais, les Ivoiriens le font de l'autre côté, les Guinéens. Non, mais il faut maintenant s'il faut, c'est une révolution, il faut une révolution pour remettre en cause tout, parce que quand nous parlons d'une thérapie de choc, il faut même remettre en question le mode même, l'élection, telle que les élections sont organisées chez nous aujourd'hui. Et voilà des messieurs qui arrivent, qui disent, par exemple, vous voyez dans la constitution togolaise, on dit que la constitution actuelle, qui a été la constitution du 8 mai, est peut-être révisée. Peut-être la question de la limitation du mandat ne peut être révisée que par référendum ou au Parlement. Mais attendez, qu'est-ce qui détermine la crédibilité du référendum? C'est quoi la validité du référendum? Si 10 personnes vont voter, on dit que c'est référendum. C'est ça c'est à ça que nous assistons en Guinée. Et c'est à ça que nous assistons. Maintenant, la question au-delà du référendum, maintenant il faut poser la question même du Parlement, parce que c'est par le Parlement que tout se passe. On pipe les élections législatives, on installe un Parlement à sa guise, et on dit non, c'est le Parlement qui a voté, donc je vais au 3e mandat. Donc moi je crois que il faudra sérieusement que la lutte soit concertée, que la société civile soit devant. Il y a des groupes de pression et des organisations internationales qui ont déjà pris des initiatives dans ce sens. Je voudrais faire allusion au congrès que le NDI, enfin à ce que le NDI a organisé à Niamey, et bien avant la présidentielle au Togo, pour alerter, dire le 3e mandat c'est dangereux, parce que quand on parle de quand les gens veulent s'accrocher au pouvoir, c'est la croissance économique qui sera affectée, c'est la stabilité dans la sous-région qui sera affectée, et on se demande finalement si on a encore une CEDEAO des peuples ou bien on a une CEDEAO de syndicats des chefs d'État. Donc je crois qu'il faut qu'on règle ce problème pour qu'on ne voit pas la question du 3e mandat qui s'annonce déjà en filigrane au Sénégal avec Macky Sall, ou on peut également le voir dans ces pays qu'on a applaudi hier comme démocratie modèle, comme le Bénin, où Talon, après un 2e mandat, peut se dire ok d'accord, mais j'ai un boulevard. Au Bénin, Talon avait annoncé qu'il ne ferait qu'un unique mandat. Oui, mais justement, alors qu'on le sent glisser de plus en plus vers un 2e. Oui, mais quand on lui interdit de faire un unique mandat, on dit non, mais c'est pas lui qui va venir modifier ce qu'on a déjà établi. Ok, il va vers le 2e mandat. Aujourd'hui, il a un Parlement à sa merci, où on peut toujours aller demain dire ok d'accord, modifier la constitution pour lui donner un 3e mandat. Parce que quand ça commence comme ça, quand le mal commence, la tumeur commence petit à petit, on ne le guérit pas, ça se propage, et ça atteint la métastase. La métastase. Ça atteint la métastase. Et donc, il faut que la lutte ne soit plus limitée à un pays, mais soit une lutte concertée pour régler une bonne fois pour toute cette histoire de 3e mandat. Merci. On va terminer par l'opposition ici au Togo. 2 aspects. Fabrice, vous suivez sûrement ce qui se passe au sein de l'UFC. Les derniers épisodes, c'est la sortie du docteur Ekouegada, qui lui a valu une réponse sèche du bureau de l'UFC, signée de l'ancien ministre Elliott Ohin. Et puis Ekouegada qui revient, qui qualifie Elliott Ohin de termes dont nous faisons l'économie ici. Tout ça amène, la manchette a écrit UFC, les pétainistes nous amusent. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, Pétain, les pétainistes en France. Alors, est-ce que l'UFC devient un club de pétainistes? La question reste posée. L'autre aspect, c'est Agboueme Kodjo Vincent. Depuis sa cachette, depuis son autoconfinement ou depuis son exil, se faire encore entendre. Il a posé un acte
il vient de nommer un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du République du Nigeria. Et puis il s'est exprimé sur une radio internationale. Il dit il continue à revendiquer sa victoire. Oui, dans le premier cas, moi je crois qu'au niveau de l'UFC, c'est d'abord on assiste à un conflit de génération. On a compris à un moment donné, depuis la dislocation de l'UFC où une grande partie allait former l'ANC, on a compris que pratiquement tout ce qui entourait le vieux opposant historique d'une certaine époque était beaucoup plus habité par les intérêts immédiats, notamment les postes par ici, par là. Et moi, je crois que, et ils vous le disent carrément, ils disent le jour où le vieux ne sera plus, tout sera terminé par le vieux Gripis Olympio. Bien sûr, tout sera terminé pour l'UFC. Mais aujourd'hui, quand ils voient quand même certains jeunes qui veulent incarner, qui veulent quand même que cette idéologie propre à ce parti-là se pérennise dans le temps, ils sont pas du tout d'accord. Eux, ils mettent tout simplement derrière les combats autour des postes et autres. Et moi, je crois que ce jeune-là, quand même, qui essaie de lever la tête au niveau de l'UFC, qui participe quand même à des débats où il exprime ses idées. Je crois qu'on en a besoin dans plusieurs partis politiques parce que il y a récemment, moi j'ai fait un article où je disais quand même qu'il est temps de permettre une certaine alternance au sein de l'opposition où on va permettre quand même aux jeunes parce que comme je le disais à l'époque, c'est des gens quand même qui ont étudié, qui sont allés loin et qui ne viennent pas dans des partis politiques seulement pour qu'on les utilise pour les marches. Non, quand quelqu'un a fait l'université, comme quelqu'un comme Foliga, c'est pas pour venir cirer les chaussures du leader. Il faut quand même poser le débat et réfléchir en termes de l'avenir du parti. Et je crois que c'est ça qui ne plaît pas à des gens dont je ne citerai pas le nom. Et c'est ça ce conflit-là. Mais qui se reconnaissent. Qui se reconnaissent forcément. Mais j'espère qu'il va pas mener un combat singulier et qu'il y aura quand même des gens qui vont emboîter son pas pour qu'en réalité on ne regarde pas l'UFC en tenant compte seulement de l'existence de son patriarche qui est Gilles Christ Olympio, mais qu'on envisage que même si un jour Dieu le rappelait, puisqu'il est aujourd'hui, il a atteint un âge quand même où à un moment donné, il partira un jour, il faudrait que le parti existe. Et que le parti lui survive surtout. Justement. Maintenant, un petit mot sur Agboyeme Kodjo. Non, moi j'ai toujours dit qu'Agboyeme Kodjo, il est dans la politique. Il veut pas s'avouer enterré tout de suite. Il est là, il observe et par moment il lance quelque chose quand même qui le ramène sur scène. Il sait qu'il n'exercera pas ce pouvoir qu'il revendique, en tout cas en tenant compte des dernières de la dernière élection présidentielle. Agboyeme Kodjo sait que les carottes sont cuites à ce niveau-là, mais nous l'avions dit, il est dans un autre combat également, celui d'incarner un peu l'opposition, parce que aujourd'hui, effectivement, quand vous observez, Nuit était Agboyeme fort à un boulevard, il y a quelqu'un qui se contente de sa mairie tranquillement quelque part, et donc aujourd'hui, il y a qu'Agboyeme qui est un peu comme un cheveu dans la soupe, et puis par moment, il jette quelque chose, et on a l'impression que ça fait mal quand même au pouvoir, parce que on a Dieu que pour lui, on le regarde pour tout ce qu'il fait, ou qu'il soit bon. Il sait qu'il a nommé des ministres dont quelque chose rien n'a changé. Mais il continue de le faire avec les emblèmes, les armoiries de l'État et tout cela. Mais ça le permet d'exister puisqu'on en parle d'ailleurs. La preuve. Oui, nous t'étions cela, on se demanderait où se trouve Agboyeme. Ben, il donne des signes de vie comme il peut. Et au fur et à mesure, il espère, même s'il y a défaut d'exercer le poste de président de la République, il peut compter comme une force politique sur l'échiquier politique. Pendant que Agboyeme s'exprime par des communiqués, par des actes de nomination, sa dynamique également se prononce. Cette dynamique qui vient de rendre public un communiqué daté du 11 août, c'est-à-dire hier. Liberté nous en parle, que la dynamique, Monseigneur Kodjo, prône une issue pacifique de la crise. Chacun lira ce communiqué et chacun se fera son parti. Comme il est 12 heures, on va devoir aller aux auditeurs juste cette information qui pourra apporter un brin de soleil dans la vie des jeunes chômeurs qui cherchent un travail d'agent de sécurité. Eh bien, une bonne volonté vous offre des postes. Jeunes filles, jeunes hommes entre 20 et 40 ans. Si vous habitez les quartiers Hanokope, Atikome, Adidegome et leurs environs,
Si vous êtes tenté par le travail d'agent de sécurité, eh bien vous contactez le 90 06 52 52 ou le 90 82 82 68. Si vous habitez donc les quartiers Hanoukope, Atikoumé, Adidogome et leurs environs, tentez par le poste de sécurité, vous appelez ces numéros et nous vous souhaitons bonne chance. Oui, rapidement, un article qu'on n'a pas le temps d'aborder, c'est la mort de Agbokwe qui continue à défrayer la chronique. Le Magnan Libéré écrit aujourd'hui: manifestation suite au décès de cadres dans les localités. Est-ce là un simple phénomène de société ou un nouveau mode de revendication? Et pour votre part, Joël, vous écrivez, sur le sujet, l'élimination physique d'un adversaire d'opinion, est-ce désormais la règle au Togo? Voilà ce pavé que vous jetez dans la mer. Dans la mare, pardon. Effectivement, le phénomène, ça devient inquiétant. On se demande si la morale est descendue jusqu'à ce niveau au Togo où il faut recourir à l'élimination physique de son adversaire d'opinion. Le feu colonel Madjoulba a été éliminé parce qu'il n'était pas d'accord avec certains, selon... Ce n'est pas encore officiellement établi. Selon les spéculations, on se contente des spéculations jusqu'à ce qu'on donne la vraie vérité, la vraie vérité, si je peux le dire. D'autres en ont suivi, des accidents de route, on dit non, c'est parce qu'ils étaient devenus dérangeants, etc. Et à Gbokwe, l'agneau sacrificiel, ça, tu sais très bien combien nous sommes proches de David Kokou, de la Toagbokwe, presque même père, même mère. À Gbokwe, est-ce qu'on se demande si c'est son cadavre qui a été enterré au cimetière de Bekpota, puisque la famille n'a jamais eu à s'approcher du corps, à identifier le corps. Maintenant, la population manifestée bruyamment. Maintenant, ça, s'il te plaît. Je m'excuse, mais il est 12 heures passées. On a déjà embrayé sur le temps des auditeurs. Aucun auditeur n'a encore appelé. Oui, mais ils attendent sûrement en ligne. Juste un clin d'œil à nos partenaires, puis nous branchons sur eux. 93.5 Canal FM. Toutes nos excuses, nous avons pris quelques minutes de votre temps, c'est pour la bonne cause toujours. À présent, la parole est à vous, avec l'espoir que vous abordiez l'un ou l'autre sujet que nous avons posé et débattu. Le premier auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui, bonjour, c'est monsieur? Oui, c'est monsieur. Faut continuer de regarder ma tête, s'il vous plaît. Ok, allez-y. Oui. J'ai un souci là. Oui, au niveau de Covid-19. Oui. Et il paraît que nos dirigeants, les ministres d'État, certains directeurs, ne portent pas des... Certains ministres d'État ne porteraient peut-être pas de cache-nez, peut-être. Ok, le suivant auditeur, avec l'espoir qu'on le gardera en ligne. Bonjour. Allô, Stas, bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, Yoshua. Yoshua, allez-y. Oui, c'est l'article de monsieur Gadier qui m'a poussé à poser cette question. Oui. Puisqu'il a dit que par la joie, les chants, la musique, on peut booster notre immunité. Oui. Et j'aimerais dire que au Togo, nous savons les endroits où on peut faire toutes ces choses, par exemple dans les bars, les centres de loisirs, les églises. Et je demande aux invités s'ils ne trouvent pas ça injuste, du moment où d'autres personnes peuvent aller dans les bars et booster leur immunité, et au même moment, nous autres chrétiens, on ne nous le permet pas. Et quand je pose ça, on me dira que nous, on peut prier à la maison. Et je dis en même temps qu'on ne peut pas boire aussi à la maison. Non, il ne faut pas confondre le rire, le chant avec ce qui se passe dans les bars. S'il vous plaît. Ça? Oui. Pardon? Non, il ne faut pas confondre l'article de santé et éducation avec ce qui se passe dans les bars. Mais nous avons la chance d'avoir Dr Petou avec nous. Oui, je voulais dire que d'abord, actuellement, il est permis l'ouverture de certains lieux de culte, alors que les bars restent officiellement, normalement interdits jusqu'à présent. Non, ce sont les nightclubs qui sont officiellement fermés, oui. Mais les bars de boissons, c'est un flou. Oui, non, mais en fait, il y a des tests qui ont interdit, sauf qu'on n'a jamais pu effectivement appliquer. Mais il faut dire que au moins, au niveau des cultes, il y a quand même une possibilité d'aller prier dans quelques églises, dans quelques mosquées.
Donc, la musique, je pense qu'on peut l'écouter chez soi aussi. On peut trouver le moyen de s'égayer chez soi. Et surtout de la bonne musique si on veut vraiment renforcer son immunité. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, monsieur Stas, bonjour. Oui. C'est Sylvain. Agbaï. Oui. Nous vous écoutons. Je voudrais poser une question au docteur. Là. Il vous écoute. Oui, ce qui concerne le relâchement. Même à Accra, moi j'ai été à Accra, ça fait 2 semaines, c'est cela. C'est le même langage que les Ghanéens tiennent. À Accra. Je vous dis. Vous êtes passé par où pour aller à Accra? On ne peut pas systématiquement. Parce que les frontières terrestres sont fermées. Vous êtes passé par où pour aller à Accra? C'est un invité que j'ai posé la question là-bas. Il m'a dit les frontières ne sont pas systématiquement fermées. Ok. On comprend. Ah oui. Donc, je ne sais pas en Afrique, la façon dont les autorités gèrent la crise qui nous amène à poser ce genre de questions. Ok, merci Sylvain. Docteur. Oui. Non, on reste dans le sujet aujourd'hui. Docteur Kweto, notre ami qui dit avoir constaté le relâchement également à Accra au Ghana. Oui, je le disais tout à l'heure dans nos échanges, le relâchement, il est partout parce que on demande aux gens de renoncer à leurs habitudes de vie. Ce n'est pas évident. Et puis la crise dure. Vous savez, on est parti dans cette riposte. D'aucuns pensaient que c'était une crise qui allait durer 1 mois, 2 mois. Et aujourd'hui, personne ne sait jusqu'à quand on va vivre avec ce virus-là. L'OMS nous dit de nous préparer pour le plus longtemps possible. Et c'est là où il faut que chacun prenne ses responsabilités parce que nous avons vu jusqu'à présent une pathologie qui peut-être ne fait pas beaucoup de morts en Afrique. Mais ce que nous observons actuellement, c'est que si nous ne prenons pas les mesures, de plus en plus, nos amis, nos parents les plus fragiles seront touchés et on va compter les morts. Je pense qu'il faut vraiment que tout le monde prenne la mesure de la chose. Merci. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour l'ami. Allô. Apparemment, il n'est pas en phase avec nous. Nous prenons quelqu'un d'autre. Oui, bonjour. Bonjour, Stade. Oui, c'est monsieur Observateur. Observateur. Oui. National ou international? J'aimerais poser une question. Oui. D'abord, je sais que depuis que le pandémie est sorti, on ne parle plus de palu, de grippe qu'on avait connu avant. Et à chaque fois, on dit qu'il y a des cas. Les cas viennent comment? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un seul palu, on n'en parle plus. De grippe, on n'en parle plus. Si, on en parle. La preuve, moi-même, je suis grippé actuellement. Eh bien, tu fais partie des cas, alors? Non. Loin de là. Bon. Oui. Et de deux, à chaque fois qu'on s'approche de la fin des pandémies, de mesures sanitaires, on sent que le cas s'augmente. C'est ça que je ne comprends pas. Là, j'aimerais vous demander, si c'est pas par rapport, bon, je sais que la maladie existe, c'est pas par rapport aux primes que, bon, je m'arrête là. Hein. Non, continuez. Donc, que les docteurs prennent, les poussent à chaque fois dit, il y a des cas, il y a. Voilà, le moins lâché. Docteur Kweto, est-ce que c'est pour continuer à percevoir les primes? Non, s'il vous plaît, sachez arrêter pour que d'autres personnes aussi entrent en ligne. Docteur Kweto? Merci, il a osé le dire. C'est vrai qu'il nous est revenu cette rumeur qui court comme quoi quand on découvre des cas, on toucherait des primes. C'est quand même, je dirais, aller trop loin dans vraiment notre appréhension de ce mal qui est réel et face auquel aujourd'hui on a un corps médical qui est engagé au front. Les gens, on est pratiquement au bord de la rupture aujourd'hui au niveau de l'énergie que déploient nos collègues sur le terrain, au niveau de la surveillance et de la traque des cas. Parce que il a posé la question d'où viennent les cas. Les cas, nous sommes venus, on sait comment c'est venu par les voyageurs. Et au niveau de ces voyageurs, quand on a détecté des cas positifs, on a surveillé autour de leurs contacts pour éviter que ça ne se répande. Et aujourd'hui, on a repris les activités. On se rend compte qu'il y a des cas au niveau de la communauté qu'on n'a pas pu contrôler, qui disséminent la maladie. C'est pour ça que tous les jours, on a des gens qui arrivent spontanément à l'hôpital. Donc, vous avez votre grippe. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a quand même travaillé à ce que nous puissions faire la distinction de tout ça. On a appris à connaître la maladie aujourd'hui. Et on ne fait pas d'amalgame.
Il n'y a pas d'amalgame entre le paludisme et tout ça. Donc, merci docteur. Nous allons prendre l'auditeur qui s'impatiente en ligne. Bonjour. Allô, bonjour monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Patient. Patient? Oui. Ok, nous vous écoutons. Bon, c'est pour dénoncer un cas là. Oui. Le week-end, bon, j'ai un frère là, un cousin. Et sa femme est avec lui et la femme a voyagé. Elle est allée au Ghana et de retour, elle a fait venir son frère avec elle. Donc, selon leur discussion, j'ai appris qu'ils sont passés par la frontière du côté de Casablanca. Maintenant, je cherche un numéro pour les dénoncer, ben je ne sais pas. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous aider Docteur Cueto, c'est vrai que beaucoup de personnes disent que le 101 est difficilement, on vous reçoit difficilement. Alors, est-ce qu'il y a un autre cas, d'autres contacts, d'autres numéros par lesquels on peut vous informer? Non, je crois qu'aujourd'hui, la riposte est organisée au niveau décentralisé. Et je ne sais pas où est-ce que votre éditeur vit, mais normalement, les mairies sont engagées aujourd'hui dans la riposte. Et il y a aussi les formations sanitaires qui sont aussi des relais au niveau desquels on peut donner l'information. Parce que justement, si notre auditeur a vraiment cette volonté de dénoncer, bon, je ne sais pas si c'est le bon mot. Aujourd'hui, nous avons tous cette responsabilité de communiquer sur des cas de voyageurs qui rentrent dans nos quartiers et qui se cachent. Et malheureusement, nous constatons qu'il y a encore, malgré la fermeture des frontières, il y a encore des gens qui viennent. Et un des aspects de la lutte, c'est de faire en sorte que chacun dans sa zone soit vigilant pour pouvoir donner les noms. Mais il y a les structures décentralisées au niveau des mairies, au niveau des formations sanitaires de tous les quartiers. Et également le commissariat de police, les brigades de gendarmerie. Il y a la FOSAP qui est là partout. Voilà. Merci. L'auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Monsieur Philippe Gibé. Philippe Gibé. Oui. Ok, nous vous écoutons. Oui, bonjour docteur. Bonjour non, c'est professeur. Ok, allez-y, de toute façon. Oui, par rapport aux histoires de ces frontières clandestines, est-ce que pensez-vous qu'on peut dénoncer ces derniers, qu'ils passent par cette dernière pause pour rentrer dans le pays et rentrer? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plein de Togolais élèves qui résident de l'autre côté et lorsqu'on a réouvert les écoles, ils sont obligés de passer là-bas pour pouvoir passer les examens. Donc on ne peut pas oser se dire Togolais aujourd'hui, dire qu'on a vu quelqu'un passer par Casablanca, quelqu'un passer par ici, on va les dénoncer. Là je suis désolé. Mais la question qui me préoccupe, c'est le cas du directeur des transports, M. Aboukoué Delator. Et si les autorités ne vont pas se lever un jour pour dire la réalité aux Togolais, je pense que les choses vont continuer. Et un jour, vous, journalistes aussi, vous allez commencer par crier pour dire que merde, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Nous le disons déjà, chers auditeurs. Merci. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Georges. Georges, oui. Histoire de troisième mandat. Tout commence toujours par le Togo. On donne toujours le mauvais exemple. Je crois que le jour où le régime togolais tombera, on aura un grand changement en Afrique. Et ce qu'on dénonce vraiment, c'est que on peut trépatouiller les constitutions. Mais quand on a des élections claires, ils vont perdre. Et quand les gens se mettent à dire qu'on ne veut pas ça, d'autres disent allez dans les urnes vont vous départager, ils oublient que les gens sont là juste pour voler des élections. Donc il va falloir qu'on change notre façon de faire les choses pour que l'Afrique de l'Ouest décolle. Bonne journée, monsieur. Bonne journée à vous aussi, cher ami Georges. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui. Abonné. Allez-y. Oui, c'est pour... Je ne sais pas si le docteur est dans le comité de riposte contre le Covid. Docteur Cueto? Oui. Oui, il est dans le conseil scientifique. Là, ça c'est... J'aimerais demander de cette question de frontière terrestre là. Il faudrait qu'on arrête l'amusement. Il faut ouvrir. Parce que ce que moi j'ai vu et constaté, c'est que ça fait une bonne manne pour ceux qui sont à la frontière.
Et ils ont délégué d'autres jeunes qui cotisent et les gens passent. Je préférerais plutôt qu'on mette un dispositif de lave-main, un thermoflash, pour constater et vérifier les gens pour que ça soit plus fluide que ce que nous avons vu. Merci. Et deuxième question, non, plutôt ma question du jour, c'est nous sommes allés dans la préfecture de la ville la dernière fois. Nous étions 2 à moto et c'est nous 2 qui avons porté les cache-nez. Tout le village n'a pas porté de cache-nez. Ça m'a paru bizarre. Or, nous sommes en période de vacances. Est-ce que nos enfants peuvent aller en vacances cette période-ci? Merci. Commencez par doter vos enfants, vos propres enfants de cache-nez. Peut-être qu'ils donneront l'exemple. Nous prenons le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, c'est Fabrice ici. Fabrice. Oui. Ah oui, allez-y. Le cas de l'élimination de son adversaire, il faudrait que le Togolais réfléchisse un peu. Parce que ce cas n'est pas seulement dans ce domaine, même jusqu'aux jeunes entrepreneurs. Le chef de l'État dit l'entrepreneuriat c'est 28 000. C'est faux. C'est pas 28 000. On crée l'entreprise à 28 000, on va à l'impôt, on doit payer 50 et quelques mille. Maintenant, tu viens, tu travailles, tu fais 1 an, ne te paie pas. C'est aussi une élimination dans notre pays. Tout est une fausseté. Nous vivons dans un monde de fausseté. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je ne sais pas si j'ai bien suivi, mais peut-être que les autres confrères ont suivi. Nous clôturons par l'auditeur en ligne. Bonjour. Allô, il est parti. Eh bien, merci. Commençons par la dernière question. Est-ce que vous avez mieux compris que moi, Fabrice ou Joël? Non, la voix n'était vraiment pas audible. Ok. Et par contre, un autre a dit que c'est le Togo qui donne le mauvais exemple. On a commencé par le coup d'État hier et aujourd'hui, c'est avec le 3e mandat. Fabrice? Oui, mais est-ce que c'est le Togo qui donne le mauvais exemple? Je sais pas trop. Oui, le coup d'État de 1963, c'était la première fois, c'était au niveau du Togo. Maintenant, après, tout est question de... Je pense que dans la question du 3e mandat, c'est plutôt l'inverse au niveau du Togo, puisque depuis, je sais pas, 2003, en tout 98 ou 2003, en tout cas la dernière modification de la Constitution sous Eyadema pour... C'était dans la nuit profonde du 31 décembre 2002. Donc, qui lui donnait droit à un boulevard. Et à un moment donné, au moment où dans les autres pays comme la Côte d'Ivoire, on se battait pour enlever le verrou constitutionnel, au Togo, le combat était plutôt de le remettre. Et donc, aujourd'hui, on a plutôt remis le verrou constitutionnel, puisque notre constitution aujourd'hui ne ressemble plus à celle de 2002 où on peut être président à vie. Et donc, ça voudrait dire que c'est un peu l'inverse dans d'autres pays où il y avait plutôt une limitation de mandat et que certains chefs d'État tentaient plutôt de sauter ce verrou-là pour s'éterniser. Au Togo, c'était plutôt l'inverse. Même si on peut estimer que quand on prend la première constitution, quand même après l'avènement de la démocratie, le mandat était limité avant d'être sauté. Mais là, actuellement, ce mauvais exemple-là, ce n'est plus nous qui le donnons. Merci Joël. Un autre auditeur est revenu sur l'élimination un peu physique de ceux qui dérangent. Oui, moi je dis c'est regrettable, je n'avais pas fini la liste. Vous avez le cas du proviseur de Bodjomé là, qui a été carrément molesté parce qu'il semble qu'il avait des problèmes avec ses collègues, etc. Ça, ce sont des allégations qui ne sont pas encore formellement établies. Oui, mais ça, il ne s'est pas noyé jusqu'à la preuve du contraire. Je ne dis pas le contraire. Justement. Et Agboké, il n'a pas eu, selon sa famille, il n'a pas eu de Covid. Donc, on ne va pas ouvrir la polémique, mais il faut poser les vraies questions sur le vivre ensemble. Sur le vivre ensemble. Comment en est-on arrivé là où il y a certains, quand tu les déranges, on choisit, au lieu de t'affronter, on t'élimine. C'est le crime suprême dans la conscience humaine. C'est le crime suprême. Tu prends la vie de l'autre. Pourquoi? Pour les apparats, pour le pouvoir, pour le fauteuil. Est-ce qu'on doit en arriver là? Mais il faut qu'on s'invite. Parce que là, quand le chef de l'État fait 2 ronds, on dit que
par exemple Gbokwe, ou comme d'autres qu'on a éliminés, étaient dans son estime, il ne dit rien, mais c'est ceux-là qui l'entourent. Oh, ils vont tuer jusqu'à quand? On va toujours tuer comme ça sans avoir la capacité de s'asseoir, de s'affronter, se dire je suis pas d'accord avec toi, on trouve le terrain d'entente et on élimine, on prive des familles comme ça, des pères de famille. Merci. Est-ce qu'on va arriver jusque-là? Cette question de perte de vie, c'est très très sérieux. Je partage les inquiétudes, seulement je voudrais qu'on se garde de faire des affirmations tant que des commissions d'enquête, des rapports officiels ne nous situent pas sur la cause de Madjoulba hier à Gbokwe ou bien le projet de Bonjomé. Nous passons par ce biais pour demander aux autorités de se saisir de ces affaires-là, de diligenter des enquêtes qui nous situent officiellement sur les causes dont sont mortes ces différentes personnes. Docteur Kweto, je pense que il y a une question qui est restée en suspens chez vous. Très rapidement, parce que nous sommes passés par le temps. La question des frontières, la réflexion est en cours à les frontières terrestres. Il faut dire que la stratégie de gestion de la crise, c'est d'aller progressivement vers la levée des mesures qui ont été prises. Nous avons ouvert les écoles pour permettre les examens de nos enfants. Nous avons ouvert aussi partiellement les lieux de culte. On vient de réouvrir l'aéroport. Il faudrait que les gens comprennent que notre stratégie, la seule, c'est d'éviter que tout nous tombe dessus en même temps. Parce que nous n'aurons pas les moyens de gérer. Et les frontières terrestres, même s'il y a toujours cette porosité qui est souvent décriée, au moins ça permet de limiter quand même les flux aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous disons, quand on dit aux gens de... Parce que nous sommes là dans une situation de surveillance épidémiologique de ce qui se passe. Et nous demandons à la population d'aider le corps médical dans cette surveillance-là. Quand on parle de dénonciation, ce n'est pas... Parce que nous sommes face à une pandémie, un virus, et qui n'a pas d'amis. Donc, ce que nous disons à la population, c'est que si vous laissez faire, ce qui risque d'arriver, c'est que l'épidémie explose dans votre quartier, et après c'est incontrôlable. Les premières victimes. Donc c'est une aide que nous demandons à cette population de soutenir la stratégie qui consiste à traquer ceux qui sont positifs, à les isoler pour éviter qu'ils contaminent d'autres. Merci. Et surtout les traiter aussi. Un auditeur assis a dit qu'il s'est rendu dans une localité de la Vée, au coin dans le village de Portet de Cachiné, se demandait s'il est propice d'envoyer nos enfants en vacances par ces temps. Oui, c'est ça qui est difficile. On sait que dans nos contrées reculées, le port de masque n'est pas systématique. Les populations ont peut-être d'autres préoccupations, n'ont pas les moyens de se procurer ces masques, mais il faut quand même encourager les gens. Nous avons dit qu'à défaut d'avoir un masque conventionnel, que chacun puisse avoir ne serait-ce qu'un morceau de tissu pour se protéger un peu. Ça fait que quand chacun a un minimum de protection, on peut éviter de se transmettre le virus entre nous et éviter ainsi de faire des morts. Merci. Le temps nous impose de nous arrêter ici aujourd'hui, quitte à rebondir demain. Nous avons juste le moment de recueillir vos cartons de fin d'émission. Dr Kweto, maintenant, depuis cette semaine, vous aussi les invités, si vous avez des cartons, vous avez la liberté de les brandir. Mais commençons par Gadiel Chenyaji. Bon, c'est pas un carton, je vais dire, c'est juste une remarque au niveau d'un certain nombre d'annonces sur la maladie. Il y a encore des annonces qui parlent de quand vous avez des signes de vous rendre à l'hôpital. Vous savez qu'il y a certains médias qui jouent cela. Ça circule aussi sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il est temps d'harmoniser les messages parce que quand dans une famille on sent que quelqu'un a des symptômes, le geste approprié, ce n'est pas de se rendre à l'hôpital. Je pense que le geste approprié, c'est d'appeler ce fameux numéro 111, qu'on vienne et une équipe viendra vous chercher, si je ne me trompe. Dr Kweto est là, et là ça va limiter un certain nombre de traces de contamination au niveau des communautés. Merci. S'il y a des doutes, appelons le 111. Les techniciens viendront chercher notre voisin et nous situer définitivement sur ce dont il souffre. Fabrice Pekezi, votre carton en plus bref.
Ouais, enfin, pas de carton, mais je profite du temps imparti au carton pour me prononcer également sur ces décès à polémique. Je crois que concernant cette histoire de Covid-19, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore tous les contours. Parce que cette polémique aujourd'hui qui entoure le décès du DG, on aurait pu également l'entretenir autour de notre confrère, celui qu'on présente comme le premier cas de décès de la Covid-19. Et après, quelqu'un qui a été malade, qui a séjourné avec sa famille, qui a dormi dans le même lit que sa femme, on se rend compte qu'après on a fait plusieurs tests à la famille, aucun enfant de Dominique Aliziou, ni sa femme ne portait ce virus-là. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le cas qu'on est en train de relever, on dit, bon, est-ce que vraiment il pouvait pas et autres. C'est un cas aussi où les gens sont restés encore sur leur soif. Heureusement qu'on a pu un peu discerner. Entre-temps, quand le colonel Djibrili disait que, en réalité, s'il faut dire que ceux qui sont morts vraiment du Covid, on peut soustraire certains parce qu'ils avaient d'autres maladies. Je crois que c'est un truc compliqué et aussi longtemps que ça va demeurer. Je ne sais pas si le gouvernement peut se lever pour communiquer sur un bulletin de santé de quelqu'un qui est décédé, j'en sais rien. Je croyais que ça allait être bref, mais bon, maintenant je compte sur Joël, les gars, le carton, la couleur et le destinataire. Je n'ai pas de carton. Merci de passer. Docteur Couteau. Un bon carton, si j'allais donner, c'est un jaune pour tous les Togolais, que nous restions vigilants, parce que le jaune, c'est la vigilance, et il faut que nous contribuions réellement donc à cette situation, parce que nous sortons bientôt de la situation de l'état d'urgence qui a été décrété et prolongé, et nous passons sûrement à un état de surveillance et de veille sanitaire, que tout le monde contribue à cette veille-là pour que notre pays soit préservé. Merci. Les candidats au poste d'agent de sécurité, vous qui habitez à Noukope, à Tikoumé, à Didogomé ou les environs, si ça vous tente, vous joignez le 90 06 52 52 ou le 90 82 82 68. Nous souhaitons à vous toutes, à vous tous, bonne chance, mais beaucoup plus pour les jeunes filles. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain jeudi à 11h si Dieu le veut. Dieu le voudra bien. D'ici là, célébrons la vie à chaque instant.